Bonsoir et bienvenue dans 28 minutes. Sylvain Tesson et Michel Onfray, nos deux premiers invités, ont une passion commune, la cabane de 13 mètres carrés et l'homme qui y vécut sans hâte pendant 2 mois, 2 ans et 2 jours. Thoreau, le philosophe américain du 19e siècle, penseur des forêts et inspecteur des tempêtes, auteur de Walden. Pourquoi ce chef-d'œuvre et son chaman sont-ils plus que jamais d'actualité? On verra ce qu'ils en pensent et ce qu'ils en disent surtout. Le débat ensuite portera sur les réformes du gouvernement. Après le Code du travail, l'ISF, la baisse de l'impôt sur les sociétés, les régimes spéciaux des retraites sont dans le collimateur depuis hier, notamment dans le cas des cheminots. Des réformes qui vont dans quel sens? Adaptation de notre modèle social à la globalisation ou révolution libérale qui avancerait à pas de loup? On nous en débattrons. Troisième partie de l'émission, nous retrouverons messieurs Mauduit et Sadjiel pour évoquer le dévastateur ouragan Irma en route pour les États-Unis et un rite funéraire nippon plutôt inhumain. Bonsoir Nadia. Bonsoir Elisabeth. Bonsoir Vincent Trémollet de Villers du Figaro, des pages idées, débat du Figaro. Bonsoir Michel Onfray. Bonsoir. Bonsoir Sylvain Tesson. Bonsoir. Quelle émission bien urbaine. On est là pour parler de livres, évidemment, mais on est là pour parler de votre idole. Est-ce que vous saviez tous les deux que vous partagiez peut-être un idéal, la cabane, et cet idéal de la vie sauvage et de la vie dans les bois? Vous le saviez avant aujourd'hui? Moi, je sais que Sylvain est un théoricien et un praticien de la cabane. Contrairement à vous. Au contraire de moi, qui est un théoricien de la cabane. Oui, oui. Et moi, j'ai beaucoup d'admiration pour le travail de Sylvain. D'abord parce que c'est un penseur engagé dans la vie. Ça valait la peine de venir. Oui, parce que j'ai bien fait de rentrer. Faire des hommages quand on aime. Je passe trop pour quelqu'un qui dit du mal tout le temps. Quand on peut dire du bien d'un de ses contemporains en disant on a un vrai penseur qui pense en dehors des clous et qui met son corps en situation comme Thoreau. Moi, je trouve ça extraordinaire. Vous l'appelez Thoreau? Oui, je suis normand, je le dis à la française, d'autant qu'il a des racines anglo-normandes, et le rapprocher du taureau, ça me va assez... Taureau. Thoreau. Oui, vous voulez que je fasse un effort? Thoreau. On pouvait supposer que vous finiriez un jour par écrire une sorte de célébration ou un salut à Thoreau, pour une raison simple, c'est que vous avez quand même quelque chose qui vous rapproche. Je ne sais pas si vous savez dépecer les écureuils et pêcher le brochet, mais en tout cas, il y a quand même quelque chose qui est très similaire entre vous et lui, c'est la détestation pour toute la philosophie de la spéculation. Oui. Alors voilà, le Thoreau, il a empoigné la nature par les cornes, et c'est quelque chose que vous faites. Vous êtes un philosophe du réel, comme lui. On va en reparler, mais d'abord, le portrait, l'empreinte digitale de ce Thoreau par Marc-Antoine de Poet. En tapant Henry David Thoreau sur Internet, on découvre que vous êtes venu au monde il y a tout juste 200 ans. Nommé David Henry à 20 ans, vous inversez l'ordre de vos prénoms pour naître à vous-même. À la même époque, vous entamez l'écriture d'un journal que vous tiendrez toute votre vie. C'est avec ces notes que vous construisez votre chef-d'œuvre, Walden ou La vie dans les bois. Réflexion sur l'économie, la nature et une vie à l'écart de la société. Une existence que vous avez menée en vous installant dans une cabane sur les bords du lac Walden, dans le Massachusetts. Il est d'ailleurs possible de louer sur le site Airbnb une bicoque sur le même étang, sans eau ni électricité, histoire de vivre l'expérience, mais avec quand même un jacuzzi, pour 87 € par nuit. Cette vie philosophique, loin des vibrations de la société, d'autres en ont fait l'essai, comme Sylvain Tesson. 6 mois en ermite au bord du lac Baïkal, une aventure dont il tire l'essai autobiographique dans les forêts de Sibérie. Partir dans les bois pour vivre sans hâte, vivre intensément et sucer toute la moelle secrète de la vie. Vos mots, Henry David Thoreau, ont aussi inspiré Walt Whitman, Tolstoy, Jim Harrison ou encore Christopher McCandless, dont l'aventure tragique se racontait à l'écran dans Into the Wild. I'll paraphrase Thoreau here. Rather than love, than money, than faith, than fame, than fairness, give me truth. Penseur des champs, vous êtes aussi Henry David, un apôtre de la contestation. Vous refusez de payer vos impôts en signe de protestation contre l'esclavage et la guerre faite au Mexique par votre pays, avant de publier La désobéissance civile. C'est cette existence solitaire et rebelle qui passionne aujourd'hui l'un de vos confrères philosophes. Dans Vivre une vie philosophique, Michel Onfray dessine votre fibre écologiste et libertaire. Henry David Thoreau, auriez-vous imaginé que la gloire que vous rejetiez de votre vivant vous rattraperait après votre mort ? Il ne peut plus répondre, vous allez répondre à sa place, Michel Onfray. Vivre sa pensée, penser sa vie, c'est ça, c'est cette évidence si simple en apparence qui vous a totalement séduit et magnétisé?
Oui, il dit dans Walden qu'on a beaucoup de professeurs de philosophie, mais de philosophes, pas beaucoup. Et de fait, pendant des siècles, la philosophie antique, c'est un art de vivre sa pensée. C'est-à-dire, un philosophe, c'est pas quelqu'un qui écrit des livres, qui va à la télévision à l'époque de la Grèce ou de Rome, mais c'est quelqu'un qui mène une vie philosophique. Et c'est le christianisme qui va transformer la philosophie en exercice de spéculation. Il va falloir expliquer comment une vierge peut être mère, comment quelqu'un peut mourir et ressusciter. Donc, effectivement, la théologie devient finalement la philosophie, et la philosophie, la théologie. À ce moment-là, on a des professeurs. On a des gens qui pensent le texte. Et il y a quelques individus dans l'histoire de la philosophie occidentale qui, eux, restent dans l'esprit de la philosophie antique. D'abord, philosopher, c'est être un philosophe dans sa vie. Montaigne, Schopenhauer, Nietzsche, bien sûr, et quelques autres. Et lui, bien sûr. Et c'est un philosophe américain. C'est intéressant à dire parce qu'on a l'impression que les Américains sont incapables de philosophie. Or, il y a une grande philosophie naturaliste aux États-Unis. Muir Burroughs, Aldo Leopold, par exemple, l'almanach d'un comté des sables. Il y a des penseurs, vraiment, qui sont des penseurs sans concept. C'est-à-dire des gens qui n'inventent pas, comme en France, les concepts. Deleuze est une espèce de magistère. En France, pour être un philosophe, il faut créer des concepts. Donc ça suppose qu'un créateur de néologisme est un concept. Alors que pour le philosophe américain, un philosophe, c'est quelqu'un qui mène une vie philosophique. Ouais. En ce sens, Sylvain Tesson est l'un des rares philosophes. Eh oui, non, pas américain, mais philosophe. Quand vous dites philosophe, vous pensez que vous êtes un penseur ? Non, je crois que... C'est bien la preuve qu'il l'est. Quand on pense qu'on est un penseur, c'est qu'on a arrêté de penser. Enfin, c'est qu'on ne pense plus modestement. Enfin, non, je suis ravi que vous le disiez. C'est tout à fait aimable de votre part. Mais non, enfin, en tout cas, ce que je crois, c'est s'il y a une manière de penser, c'est d'abord de vivre. Ça, je suis bien d'accord avec vous. Je vous rejoins là et je vous rejoins parfaitement ce salut que vous adressez à Thoreau. Oui. Consistant à dire qu'au lieu d'inventer des concepts, il a d'abord appris à vivre. Et c'est tout ça ce qu'il faut dire. Au plus près de lui-même et au cœur de la nature, avec la nature, en la nature presque, d'une manière chamanique, cosmique. C'est ce que vous avez fait, vous, dans votre cabane. Oui, c'est ce que j'ai voulu faire, essayer d'inventer une sorte, alors le mot est peut-être un peu trop important, mais une forme d'esthétique de la vie, de fête de la vie, en me créant une mise en scène dans ma cabane. D'ailleurs, je n'essaie pas du tout de forcer le trait en me disant que je suis un ermite. J'ai joué à l'ermite. Moi, je suis très lucide sur moi-même. Je jouais à l'ermite en composant une espèce de vie. Mais après tout, c'est ça le charme de la vie. C'est d'essayer à un moment de la mettre en scène et d'en tirer une forme d'esthétique. Et une critique aussi. Car il y a la désobéissance civile qui est sous-jacente. On va y venir, on va en parler tout à l'heure. Mais aussi ce retrait, le fait de sortir au fond des bois. Sortir du dispositif. Et oui, faire un pas de côté. Et tout d'un coup dire adieu au système. Et finalement, le système, les dirigeants, la citadelle, ceux qui nous gouvernent, les administrateurs, ont beaucoup plus à craindre de celui qui se retire, qui fait un pas de côté et qui s'enferme dans les bois, que de celui qui va tout casser. Michel Onfray, vous avez la tentation de la cabane, de quitter l'université de populaire, les télévisions... Pour aller dans l'abbaye de Thélème ? Non, pour aller dans Chambois, mon village natal. Oui, mais vous comparez, vous rapportez la cabane, vous dites c'est une utopie politique, la cabane, comme l'abbaye de Thélème de Rabelais, un petit peu. Dans Walden, oui, très précisément, Walden. À la fin. La cabane de Thoreau, dans laquelle il a vécu 2 ans. Non, c'est pas la même. C'est-à-dire qu'il y a dans Walden une métaphore, une utopie politique, on en parle assez peu, mais c'est une vraie utopie libertaire. Chacun dans son coin fait ce qu'il a à faire, etc. On fait ce que voudra. Oui, on accueille les étrangers, il n'y a pas d'esclaves de maître. C'est assez formidable, cette petite maison. Mais oui, moi, elle existe, ma cabane. C'est la maison que j'ai dans mon village natal, où je me retrouve régulièrement, où il y a les cloches de l'église qui me rappellent l'heure qu'il est, le donjon du village, les gens que je connais, dont j'ai connu les parents, les grands-parents, etc. Et ça, c'est ma cabane. Et elle existe déjà. Alors, l'idée de tout quitter un jour, oui, ça m'a effleuré à partir du recours aux forêts. Je ne sais plus de quand date ce texte-là, mais pour les gens qui savent, ils sont peu à le savoir, maintenant ils vont être les plus nombreux, mais le recours aux forêts renvoie à des bruits, à des sons, à des informations, à des parfums, à des odeurs qui sont enracinés dans mon village. Et oui, je pense que comme je ne sais pas faire les choses à moitié, il se peut qu'un jour, je me réveille en me disant j'en ai assez du cirque et que je me retrouve dans mon village. Parce que ce que vous avez vécu est quand même sacrément austère. Moi, j'aime bien voir au bord du lac Baïkal. Là. Ouais. Mais quand j'ai lu le livre, je me dis c'est quand même terrible ce que vous avez vécu. Moi, je voudrais quand même qu'il y ait du chauffage, qu'il y ait des... Oui, son petit confort. Oui, une cheminée. Il avait un poêle, hein, vous savez, il avait un poêle qui chauffait fort bien. Et évoquons la dimension politique de Thoreau, qui disait Thoreau, comme dit Michel Onfray, que votre vie soit le frottement qui arrête la machine. Et à partir de là, on peut s'interroger sur une descendance politique. Parce que finalement, on peut dire que c'est le premier des
des indignés, des insoumis. C'est de lui que vient l'expression désobéissance civile, même si sa phrase exacte, l'expression exacte, c'était résistance au gouvernement civil. Et on a l'impression, je sens que ça va pas vous plaire ce que je vais dire, mais on a l'impression qu'aujourd'hui, l'un des terrains de l'indignation, c'est les réseaux sociaux, parce que c'est là que les minorités se mobilisent, c'est là qu'est né Occupy Wall Street, par exemple, le mouvement Black Lives Matter aux États-Unis. Est-ce que c'est une bonne chose pour vous? Est-ce que les réseaux sociaux, c'est un terrain d'expression ou c'est une forme de tyrannie, encore une fois, de la modernité? Je vous pose la question à tous les deux. Moi, je crois très profondément que la rencontre de l'homme avec la machine n'est pas intéressante. Rien de bon ne ressort de ça? Rien de bon ne sort de cette rencontre? Oui, c'est-à-dire qu'il y a des tas de choses effrayantes qui sortent de cette rencontre de l'homme avec la technologie. Il y a certainement des tas de choses tout à fait efficaces, tout à fait rentables, tout à fait formidables pour l'organisation de nos existences. Mais il n'y a rien d'intéressant. Il n'y a pas de mystère, il n'y a pas d'inspiration, il n'y a pas de beauté. Pas de mobilisation collective non plus? Si, peut-être, mais il n'y a pas de... Il y a quelque chose qui certainement est efficace, qui certainement... apporte de l'huile dans les rouages de l'organisation, de la technique, d'accord. Mais il n'y a rien d'intéressant au point de vue de l'inspiration et de la création. Je crois à ça, c'est une opinion absolument profonde. Et du coup, je crois que si on veut émettre une critique, il ne faut pas aller vers le réseau social qui a besoin de s'arc-bouter sur une technologie. Il s'appelle Internet. Je crois que la cabane est une forme de réseau asocial qui est beaucoup plus pugnace et qui sert davantage la formulation de la critique. Michel Onfray, vous avez quitté les réseaux sociaux que vous pratiquiez un moment. Oui, non, moi je ne crois pas du tout aux réseaux sociaux. Je pense que la vraie résistance aujourd'hui, elle est dans la vie philosophique qu'on peut mener. C'est-à-dire dans une résistance qu'on incarne. Donc pas dans l'action. C'est de l'action, ça. C'est la vraie action, la véritable action, c'est-à-dire râler sur les réseaux sociaux où on peut être anonyme, c'est le triomphe de la lettre anonyme, le réseau social. On peut insulter. Je vous assure que les gens qui signent vraiment de leur nom, ils ne sont pas très nombreux. Enfin, peu importe le problème, il n'est pas dans la critique qu'on doit faire des réseaux sociaux, mais dans l'éloge qu'on doit faire de la vraie résistance qui est pour moi la vie qu'on doit pouvoir mener en disant « je crois à mes idées, je vais les incarner ». J'aime que les chrétiens soient chrétiens dans leur vie. J'aime que les marxistes soient marxistes dans leur vie. J'aime que les écologistes soient écologistes dans leur vie. Et que les écureuils soient écureuils dans leur vie. Je ne vous le fais pas dire. Aussi. Merci Sylvain Tesson. Une très légère oscillation. Votre dernier essai rempli d'aphorismes de sous-préfecture, comme vous aimez à le dire, car vous maniez l'autodérision aussi bien que la pêche, que la canne à pêche. Aux éditions des Équateurs, c'est paru en août. Non, bien avant, en août. Je rappelle, Walden... Pourquoi vous dites ça, la sous-préfecture? C'est pas ça. C'est lui, c'est son expression. Mais vous avez l'air de dire de sous-préfecture. Pas du tout. Mais c'est bien la sous-préfecture. Je vénère son écriture, monsieur Onfray. Et vous restez avec nous, en l'occurrence. Vous qui avez publié Vivre une vie philosophique, qui sort précisément aujourd'hui. Taureau le sauvage, au passeur. Vous restez avec nous pour le débat. Vous repartez voir vos chamoiselles et vos chamois sur les crêtes des montagnes. Vous restez avec nous pour le débat sur les réformes du gouvernement. Bilan d'étape, ces réformes du Code du travail, des régimes de retraite fiscales et sociales visent-elles à sécuriser notre modèle social comme le prétend le gouvernement ou à opérer une révolution libérale? On en parle après la mise au point de Sandrine Le Calvez. Emmanuel Macron n'y va pas par quatre chemins. Le chef de l'État a décidé de s'attaquer au régime spécial des cheminots. Et il leur a dit en face, dès cet été, lors de l'inauguration de la ligne à grande vitesse Le Mans-Rennes. Le modèle sur lequel on a vécu, on a construit en quelque sorte le mythe de la SNCF, n'est pas celui sur lequel on construira la SNCF du 21e siècle. Et la suite de cet entretien, publié dans le journal interne de la SNCF, ne laisse aucun doute sur les intentions du président. Vous protéger, ce n'est pas protéger votre statut ou votre job d'hier. C'est vous protéger en tant qu'individu pour aller vers le job de demain. En clair, le chef de l'État remet en cause le statut des cheminots et leur régime spécial. Celui qui permet aux agents de conduite de partir en retraite à 52 ans avec une pension calculée sur la base du dernier salaire. Des déclarations qui attisent la grogne sociale à 5 jours de la première manifestation d'ampleur de la rentrée. Le 12 septembre, la CGT appelle à descendre dans la rue contre les ordonnances. Mais les dossiers à haut risque ne se limitent pas à la loi travail. Refonte de l'ISF, baisse de l'impôt sur les sociétés, privatisation, les syndicats s'inquiètent aussi des réformes à venir, notamment celle de l'assurance chômage. Autant de chantiers qui tentent à remettre en cause le modèle social à la française.
Défenseur de la flexi-sécurité, Emmanuel Macron et le gouvernement auraient-ils tout bonnement fait l'impasse sur le volet social? Patience, rétorque le Premier ministre. Nous allons nous engager à partir de la fin du mois de septembre dans un exercice de transformation de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Ce sera le volet sécurité. Alors, entre flexibilité et sécurité, l'exécutif a-t-il déjà choisi? Une révolution libérale est-elle en marche? On va voir ça avec vous trois, Michel Onfray. Vous êtes philosophe, on vient de parler de Walden, de la vie sauvage, retour à la civilisation, à la vie en ville, retour au gouvernement Emmanuel Macron. On sait ce que vous pensez de lui, vous l'avez précisé dans l'Obs, il y a quelques mois. Emmanuel Macron est en réalité l'autre nom de l'ubérisation de la société. Philippe Magnière est à côté de vous, il est essayiste, il est économiste. Bonsoir. Selon vous, parler d'une révolution libérale est un gag. Dans les ordonnances travail comme pour les APL, l'exécutif croit à tort être habile en étant modéré, mais il n'y a qu'une bonne méthode, y aller franco. Et enfin, Sandrine Foulon, bonsoir, vous êtes rédactrice en chef adjointe d'Alternative économique, dont voici le dernier numéro, le numéro de septembre, que voici, il est en kiosque évidemment et sur abonnement. Selon vous, la potion du docteur Macron est un peu libérale dans cette réforme du Code du travail. On voit bien le volet flexibilité. Voit-on celui de la sécurité? Pas tout à fait. En tout cas, vous ne le voyez pas, vous n'en êtes pas sûr. Une question d'un de nos spectateurs? Oui, Nadia, une question assez profonde d'un téléspectateur qui demande ce qu'est le libéralisme, d'où il vient et quels sont ses fondements. Philippe Magnière, on ne va pas faire de thèse, mais s'il fallait donner une définition du libéralisme en 2017 en une phrase, ce serait quoi? C'est compliqué. C'est une vision du monde qui donne le primat à la liberté et qui, contrairement à ce qu'on croit, n'est pas principalement économique, mais d'abord politique, et n'est pas principalement anglo-saxonne, mais d'abord made in France. Et les grands noms du libéralisme, c'est Benjamin Constant, c'est Tocqueville, c'est Bastiat, c'est Jean-Baptiste Say. Ce n'est donc pas Margaret Thatcher ou je ne sais pas qui, Adam Smith. D'accord. Très bien. Tous les deux souscrivez à cette lapidaire définition. Non, pas moi. Lapidaire, pardon. Vous me donnez un temps limité, je fais... Mais volontairement lapidaire. Non, pas vous? Moi, je peux vous faire un tweet là-dessus beaucoup plus court. Le libéralisme est la vision du monde qui suppose que le marché doit faire la loi. Exactement. C'est historiquement faux, mais c'est une opinion comme une autre. On peut en parler, vous avez parlé Vincent Trémollet de Villers, on démarre avec un chiffre pour essayer de comprendre la situation et l'orientation de ces réformes. Combien? Oui, le chiffre du jour, c'est 6. 6, c'est le nombre de réformes pour rénover notre modèle social que dans les 18 premiers mois de son quinquennat, Emmanuel Macron veut réaliser. Droit du travail, réforme de l'assurance chômage, CFG, système de retraite, formation professionnelle. Sandrine Foulon, est-ce que ces réformes doivent être considérées comme libérales ou comme une nécessaire adaptation de notre pays sur le modèle de ce qu'a fait l'Allemagne de Schröder et l'Angleterre de Tony Blair il y a maintenant une dizaine d'années? Que ce soit des réformes libérales, c'est pas un scoop, c'est tout à fait, c'est ce qu'on voit. Après, sur est-ce qu'il faut s'adapter et choisir cette voie-là, comme Matteo Renzi a pu le faire, comme Rajoy a pu le faire, mais aussi Schröder, Blair en leur temps. Oui, c'est tout à fait flexible. C'est-à-dire ce qu'on voit aujourd'hui, ce qu'on a aujourd'hui, c'est le contenu des ordonnances. Donc, on peut revenir sur leur contenu, mais effectivement, on demande l'idée globale, la philosophie, c'est de lever les contraintes pour les entreprises, sécuriser les entreprises, contourner éventuellement les syndicats et les juges, pour que les entreprises recrutent pour vous, plus facilement. Des réformes libérales, c'est des réformes qui vont dans un sens plutôt libéral. C'est pas des réformes radicalement libérales, c'est pas une révolution libérale. Libérale au sens où c'est généralement un retrait. Vous n'avez pas mentionné, j'étais surpris dans votre liste, la fiscalité. C'est un retrait du rôle, du poids de l'État dans la vision. Alors, comme en France, on est à un niveau extrêmement élevé du rôle de l'État, sur tous les critères, régulation, dépenses publiques, fiscalité, on est pratiquement dans tous les domaines, numéro 1 mondial ou dans les 2 ou 3 premiers. Pas sur le monde du travail, non. Non, attendez, je parle de fiscalité et de régulation, et sur le monde du travail, sur les régulations du travail, on est quand même très 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 haut. Donc effectivement, dès que vous réformez, alors que vous êtes à ce niveau-là, vous allez dans ce niveau. On peut toujours dire c'est libéral, puisqu'on était à 99% étatiste, et donc on va tomber à 97,5%, on va dire oh, c'est du libéralisme. On est toujours à 97,5%. Je schématise, mais voilà. Donc c'est dans un sens libéral, ça n'est pas puissamment libéral. Michel Onfray, c'est un président libéral, le président Macron, selon vous? En France, on a tous les inconvénients du libéralisme et aucun des avantages. C'est-à-dire on a un libéralisme d'État. Et c'est assez paradoxal, parce que théoriquement, on laisse faire le marché sous prétexte que derrière le marché, il y a la main de Dieu. Vous parliez tout à l'heure. Invisible, pas de Dieu. Oui, une main invisible, si elle est invisible et qu'elle n'est pas de Dieu, je ne sais pas
vous allez la chercher. J'ai entendu parler de transcendance laïque, mais j'ai dû être mal informé. Non, moi je pense qu'effectivement c'est un moment déiste dans l'histoire de la pensée au XVIIIe siècle, qui suppose effectivement que Dieu va faire l'ordre qu'il ne peut pas ne pas faire si on laisse faire les choses. Alors, si parce que du tout ce que donc si on invoquait la main invisible. Si on retourne sur terre, est-ce que les réformes de Macron sont libérales? Elles le sont, oui, en partie. Moi, quand je parle, je souscris à ce que dit Madame complètement. Je souscris à ma phrase aussi quand je disais qu'il heureusement. Voilà, l'ubérisation de la société. 100 jours après, il aurait pu avoir changé et peut-être moi aussi. Non, je pense effectivement qu'il est l'homme de l'ubérisation. Flexi-sécurité, oui, mais on voit bien où il y a de la flexibilité, mais on voit pas la sécurité. Mais est-ce qu'il y a suffisamment... Est-ce qu'il y a des contreparties sociales? Oui, mais il y a des contreparties. C'est très intéressant, les contreparties sociales. On nous parle d'une réforme de la formation professionnelle, on nous parle d'un droit à l'assurance chômage ouvert à tous, y compris aux auto-entrepreneurs. Mais la philosophie, c'est d'équiper les gens quand ils sont dehors. On nous dit, regardez, il y a une super contrepartie, on va augmenter les indemnités légales du licenciement. Donc, mais ça veut dire que les gens sont dehors. On ne se pose pas la question de savoir comment, éventuellement, on pourrait les maintenir dans l'emploi, comment on pourrait être employable. Et on sait que les meilleurs taux de retour, enfin, les meilleures formations sont celles qui sont faites en poste. Pas celles qui sont trop tard. Oui, il faut le faire. Il faut le faire, bien sûr. Il faut continuer à former les chômeurs, je dis pas ça. Mais on sait que les meilleurs résultats, c'est sur l'employabilité en poste. Là, on dit aux gens, écoutez, on va par exemple faire des accords, vous allez devoir partir, on va vous donner des sortes de miles que vous allez mettre, ces 100 heures de formation supplémentaires que vous allez mettre sur un compte de formation. Mais en gros, c'est ça une philosophie libérale. C'est-à-dire qu'on équipe les gens, on leur dit, bah voilà, on vous donne une bouée, maintenant vous allez nager. On les garde pas dans l'emploi. Non, et on leur dit pas, par exemple, bah, écoutez, tout le monde n'est pas équipé pour se former, pour trouver la bonne formation. C'est une critique qu'on peut entendre, Philippe Manière, c'est que la politique d'Emmanuel Macron profite à ceux qui profitent déjà, c'est-à-dire aux insiders, et que les autres en sont exclus. Certains parlent même de société de classe. Est-ce que... Je ne suis pas un macroniste velé, hein. Donc ça m'ennuie de me trouver dans la situation de défendre ça. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est que là encore, on n'est pas loin du gag. Ce qui caractérise la France, c'est ce que Denis Oliven avait appelé la préférence pour le chômage. C'est-à-dire que la société française, parce que précisément elle protège beaucoup les gens qui sont dans l'emploi, par tout un tas de protections, dont celle dont vous regrettez qu'elle soit abaissée, je le comprends très bien, donne la priorité aux insiders au détriment des autres. Et donc précisément, aussi critiquable qu'elle soit à mes yeux sur certains critères, la vision d'Emmanuel Macron, qui a été assez bien expliquée dans Le Point la semaine dernière, encore une fois, on peut être pour, on peut être contre, mais c'est très clair, c'est qu'il faut enfin faire un peu ce qu'on dit qu'on fait, cette République qui se veut une République de progrès, etc., c'est-à-dire aider les gens qui ne sont pas dedans et ne pas tout le temps protéger ceux qui sont dedans. L'histoire des 25 dernières années, c'est l'hyper-protection des gens. En gros, les hommes blancs de 25 à 50 ans formés, leur taux de chômage est nul. En revanche, si vous appartenez aux minorités visibles, si vous êtes une femme, si vous êtes jeune, si vous êtes vieux, eh bien là, pour le coup, le marché du travail ne vous protège pas parce que votre productivité marginale ne permet pas et la République trahit ces gens-là. Et donc, ce que veut Macron, si je comprends bien, et encore une fois, je ne suis pas de ses amis, c'est changer ça pour précisément donner le primat de l'action publique à une action qui vise les outsiders. Ça me paraît pour le moins légitime qu'on soit de gauche, de droite, du nord, du sud, de martien ou... classe ne se fracture. La société est déjà fracturée, précisément, me semble-t-il. Fracture un peu plus. Pour les raisons Michel qu'on vient Onfray, d'évoquer. vous jugez l'analyse plausible? C'est-à-dire la restauration d'une société de classe, les métropoles, la France périphérique. Non, moi je suis un partisan de la lutte des classes. Je pense que c'est une évidence. C'est pas une option. On va vers une société de classe de plus en plus marquée. C'est qu'on est dedans et qu'effectivement, le régime de Macron est un régime de cruauté pour les faibles. Il est fort avec les faibles avec les forts. On voit bien comment les gens modestes, les petits, les sans grade sont des gens qui vont s'en prendre plein la figure sous prétexte qu'il faudrait libéraliser le travail, pendant que des gens, eux, pourront jeter, prendre, décider qu'on garde ou on ne garde pas. Ben, c'est faux. Je veux dire, non, je dis c'est fou. Pardon. Faux. Mais en plus, par ailleurs, c'est faux. Mais c'est pas parce qu'on lève c'est pas parce qu'on lève les protections des insiders que les outsiders s'en portent mieux. Aujourd'hui, il y a 19% de travailleurs pauvres chez les indépendants. C'est 6% chez les salariés. On se pose pas la question. Alors, on peut se dire, c'est formidable. Non, mais aujourd'hui, si, on double. Mais si, Emmanuel Macron vient de doubler les seuils qu'il faut atteindre de chiffre d'affaires. C'est purement cosmétique, puisque vous avez 6% des gens qui sont au plafond actuel. Donc, presque personne ne va monter au-dessus. C'est pour faire plaisir. Franchement, ça n'a pas d'intérêt. En revanche, moi, ce que j'aimerais quand même, c'est qu'on regarde un petit peu ce qui se passe autour de nous, parce que alors, qu'est-ce qui se passe autour de nous en Europe, vous voulez dire, la situation européenne? Voilà, en Europe, mais même ailleurs. Oui. Je vois bien en quoi le paradoxe est singulier. C'est vrai qu'on se dit, mais enfin, d'ailleurs, les gens ne cessent de dire, mais enfin, c'est délirant. Vous voulez faire baisser le chômage et vous commencez par rendre le licenciement plus aisé. On est chez les fous. C'est malheureusement une forme de vérité observable, c'est-à-dire aller voir ce qui se passe.
Mais regardez le taux de chômage. Alors l'Allemagne, je sais que les gens détestent, je ne sais pas pour quelle raison. La Suisse, qui jusqu'à maintenant est un peu considérée comme l'ami du genre humain, les autoroutes sont goudronnées, les gens se font soigner les dents. On n'est pas au Burkina Faso ou sur Mars. Eh bien, il y a 3,5% de chômage, il y a beaucoup moins de protection. Avec des Alors je ne vous dis pauvres. pas qu'il y a très peu de travailleurs pauvres. Peut-être avez-vous observé que la mesure de la pauvreté dans tous ces pays-là est une mesure de la dispersion. C'est-à-dire que pour être pauvre, officiellement, selon la statistique, il faut avoir un revenu qui est moins de 50% ou moins de 40%, ça dépend de la moyenne ou de la médiane. Donc c'est une mesure de la dispersion. Donc je ne dis pas que c'est parfait la Suisse, je ne dis pas que c'est génial l'Allemagne. Je dis qu'objectivement, les protections sont moindres et que presque tout le monde est au boulot. Point barre. Je ne dis pas que c'est génial, je dis que, contrairement à ce que vous nous dites, on peut obtenir le plein emploi dans un monde où il y a moins de protections officielles. On parle c'est accessible, c'est possible. On parle de modèles étrangers. Nadia, les modèles étrangers susceptibles d'avoir influencé ou inspiré le président Macron. Ouais, parce qu'il n'y a pas que l'Allemagne dans la vie, il y a aussi la Suède, il l'a répété. Il voit, Emmanuel Macron, donc voit dans le modèle suédois une véritable source d'inspiration. Il n'est pas très facile à décrire ce modèle, mais certains le qualifient de capitalisme doux, quoi que ça veuille dire, qui repose sur quelques piliers, un peu d'État-providence, de la réduction de la dépense publique, de la flexibilité et en même temps de la justice sociale. Donc il y a des réformes qui ont été imposées aux Suédois dans les années 90, qui ont été la gauche, très efficaces, par la gauche absolument, qui ont été très efficaces, puisque le pays était économiquement en pleine forme, c'est le pays le moins inégalitaire d'Europe. Mais comme souvent, avec les modèles, il y a des effets pervers qui sont passés sous silence. La conséquence concrètement de la refonte du service public, c'est qu'aujourd'hui, on a de plus en plus d'hôpitaux, d'écoles, de centres de soins qui sont gérés par des sociétés privées, et ça a évidemment déclenché une chasse au profit, à la rentabilité qui se fait au détriment des familles et des patients. Et d'ailleurs en Suède aujourd'hui, on dit plus patient ou élève, on dit client pour l'usager d'un service public. Pour bien comprendre où on en est aujourd'hui en Suède, il faut savoir que c'est le seul pays où on a des écoles qui sont cotées en bourse et où on va faire des économies sur les salaires des enseignants, sur le matériel pédagogique pour dégager des bénéfices. Philippe Magnard, il vous fait rêver ce pays? C'est pas qui me fait rêver, je voudrais juste dire sur le dernier critère que vous avez évoqué, ça m'amuse énormément. La Suède est bien mieux classée que la France dans les classements PISA. Elle dégringole. Non, elle dégringole, d'accord, mais la France, elle ne peut pas dégringoler, elle est en bas. Donc il faut arrêter de penser que tout ça est une fonction croissante directe des moyens. Mais on peut donc sacrifier la qualité des services publics. Je n'ai pas dit qu'il fallait sacrifier, je n'ai pas dit qu'il fallait le faire. Je ne dis pas que j'aime ce que fait la Suède. Je vous dis simplement, quand vous dites, vous assénez, et je comprends, votre raisonnement est impeccable et intéressant, vous dites, ça va moins bien, regardez, ils appellent ça, et l'école, il n'y a plus de moyens, etc. Regardez les résultats, les petits Suédois savent bien mieux lire, écrire, compter et lire que les petits Français. De moins en moins, mais je veux bien que l'an dernier, on ait gagné une place relativement à la Suède parce qu'on n'a pas bougé et qu'ils en ont perdu une, mais ils sont là et on est là. Donc ne me dites pas que ça marche bien en France avec la dépense qu'on a, ça ne marche pas. Les hôpitaux en France, 95% de la médecine habituelle, c'est-à-dire l'obstétrique, la chirurgie élémentaire, est déjà faite par le privé. Il y a des tas d'hôpitaux qui sont des hôpitaux privés, vous ne le savez pas, moi non plus d'ailleurs quand j'y vais. Je ne dis pas que c'est bien, je dis qu'on ne peut pas opposer l'affreux privé au génial public. Et en France, aujourd'hui, l'essentiel de la médecine hospitalière est privé. Parfois d'ailleurs, ce sont des fondations très intéressantes, des hôpitaux privés à but non lucratif qui marchent très bien et qui fournissent une très bonne Foulon, médecine. est-ce que ces pays étrangers ne nous prouvent pas qu'il était inéluctable qu'en France, ce type de réforme arrive? On est le seul pays à conserver un certain nombre de protections sociales. Est-ce qu'il ne fallait pas les adapter de toute façon, parce que c'est le sens de l'histoire? Non, mais alors deux choses. Déjà, on ne part pas de nulle part. C'est pas Emmanuel Macron qui flexibilise. Ça fait 30 ans qu'on flexibilise en France. La plus grosse flexibilité du marché du travail, c'est la rupture conventionnelle. 2,5 millions qui sont signés depuis 2009. Tous les mois, 35 000 personnes, 35 000 ruptures conventionnelles sont homologuées. Il y a 30 sortes de CDD différents. Il y a la loi El Khomri, mais la loi 2013 sur la sécurisation de l'emploi. On peut remonter très très loin. Nous, c'est incomparable avec nos voisins européens, que ce soit le Job Act de Renzi. On est les champions du monde du pointillisme. Depuis 95, depuis Juppé, on a bien compris, et les politiques l'ont très bien compris, que faire des grandes réformes systémiques, ça mettait tout le monde dans la rue. Donc, on choisit des petites réformes. Mais des petites réformes... C'est un impressionnisme libéral. Exactement, c'est une sorte d'impressionnisme libéral. Aujourd'hui, oui, libéral, ça se discute, honnêtement. Non, donc, on ne part pas de rien. On a beaucoup flexibilisé notre code du travail. Dans les années 70, notre code du travail était beaucoup plus rigide et on avait un taux de chômage qui était très bas. Donc, on peut raisonner par l'absurde et se dire que pourquoi on le flexibilise aujourd'hui. La deuxième chose, c'est l'argument qu'on nous sort tout le temps. Il faut faire comme les autres. Mais c'est un vrai choix politique de société. On a encore dit, effectivement, on peut faire comme Blair, on peut faire comme Schröder, on peut faire comme Renzi, mais ces pays-là, qui l'ont fait souvent avant, sont en train de revenir. En Allemagne, on a compris qu'en décentralisant la négociation collective, eh bien, on avait un taux de couverture qui n'allait pas, que les inégalités montaient, on réintroduit un SMIC. On est en train, en Allemagne, ça bouge, et nous, et puis en plus, le génie des Allemands à l'époque, c'est de l'avoir fait tout seul. Ils ont fait une sorte de dévaluation interne, alors que tous les autres pays, aujourd'hui, le font.
Il faut parler des syndicats et de l'opposition, c'est-à-dire du volet politique. Donc, Jean-Claude Mailly, secrétaire général de FO, opposant virulent, on se rappelle, à la loi El Khomri, se désolidarise de la manifestation prochaine du 12 septembre prochain, compromis par son désir de compromis. On ne sait pas, en tout cas, c'est l'avis de Thibault Nolte. Regardez son portrait. Ils sont au centre de l'histoire et méritent forcément quelques déboires. Si FO s'était acharné sur la loi El Khomri, devant la réforme du Code du travail, le secrétaire général du syndicat se couche. Alors, faut-il réveiller Jean-Claude Mailly? Jean-Claude Mailly est un meuble du syndicalisme français. Chargé d'études à la Sécu pendant 3 ans, puis permanent chez Force ouvrière depuis 1981. Une vie passée en réunion à défendre le droit social. Mais depuis l'été, Monsieur Non a tendance à trop dire oui. Est-ce que vous êtes Jean-Claude Van Damme? Non. Jean-Claude Mailly? Oui. Vous aimez l'impérialisme américain? Oui. Les fonds de pension? Oui. Le Rotary? Oui. Agnès Verdier-Molinier? Oh oui. Il dit la vérité. JC tient la baraque FO depuis 13 ans. À la colle avec tous, super gauchiste de la Fédération Chimie ou méga réformateur de la branche métallurgie. Mais son béni-oui-ouisme avec un gouvernement écarisseur de code du travail fait bouillir le sang syndical. Hier, le Trotsko passé socialos avait frappé au foie jaune. Un syndicat, ça doit pas accompagner, ça doit résister. Mais à 6 mois de l'acquis, JC se fait souffler dans les bronches pleines de Marlboro par sa commission exécutive et plusieurs fédés veulent manifester mardi avec la CGT. Le gentil JC, qui monte toujours à côté de son chauffeur, mais quand même pas derrière le volant, est devenu JC le Faillon. Oui, monsieur Macron? Oui, Manu, d'accord. Je lisais tes ordonnances et franchement, c'est très beau. Inversion de la hiérarchie des normes, c'est du Houellebecq. Fin septembre se tiendra un comité national FO qui pourrait vouloir lui péter ses lunettes. Ainsi se refermerait le piège macronien de la zizanie syndicale. Percutant Thibault Nolte. Merci Thibault Nolte. Vincent. Michel Onfray, vous connaissez bien les convulsions sociales de notre histoire. Comment vous expliquez que face au projet de loi d'Emmanuel Macron et à ceux qui l'annoncent, pour l'instant, les syndicats soient désunis et que la contestation sociale apparaisse si atone? Ça, c'est le triomphe de sa méthode. Je pense qu'il y a une méthode assez singulière, c'est-à-dire qu'on dit qu'on va dire, mais on ne dit pas, on dit un peu, on reçoit les gens séparément, on divise pour régner, on doit promettre à l'un un certain nombre de choses. Les négociations, c'est quand même ça. On sait ce sur quoi on va lâcher, on sait ce sur quoi on tiendra, on sait ce qui est susceptible d'être négocié. Et là, on ne sait pas tout ça. Moi, je pense effectivement qu'on aura la réponse à cette question-là dans plusieurs mois, quand on verra quel prix aura payé Jean-Claude Mailly pour effectivement estimer que ce qu'il n'estimait pas bon dans la loi El Khomri, il l'estime bon quand c'est multiplié par 10 avec la loi Macron. Et est-ce que le fait d'avoir choisi Mélenchon comme principal opposant est un bon calcul pour Macron, d'après vous? Oui, tout ce qui radicalise le propos de son adversité est formidable, parce qu'après, c'est le cas ou moi. Donc évidemment, ce sera moi, il a déjà eu droit à ça. Hein. C'était le cas où Marine Le Pen ou moi, et ça a été lui aussi. C'est bien que la stratégie est la bonne. Et que quand effectivement, on investit une figure méchante, une figure de méchant comme Mélenchon, parce qu'on voit bien comment on fabrique aussi le méchant, c'est formidable. Parce que si l'opposition c'est ça, on a plutôt envie d'aller dans les bras de Macron. Donc il y a des techniques de communication, des techniques de management derrière tout ça, qui font qu'on voit bien que c'est un bon publicitaire. Il vend son projet. Comme dans une entreprise. Mais absolument, c'est essentiellement ça. Il s'agit de vendre des mauvaises chaussettes fabriquées avec du mauvais fil qui ne vont pas tenir bien longtemps, mais il s'agit juste de présenter le produit de façon à ce que ce soit défendable, aimable, désirable et achetable. Et là, pour le coup, ça marche assez. On va l'écouter. Eh ben, on va l'entendre, Emmanuel Macron. Il était à Vienne et il défendait l'idée de son « en même temps, je combats les travailleurs détachés et je défends la flexi-sécurité ». On le regarde. Ça fait 20 ans, 30 ans qu'on a cette discussion. La réalité, c'est que la France est la seule grande économie européenne qui n'a pas gagné face au chômage de masse. Les règles de fonctionnement en France ne sont pas adaptées à une économie de l'innovation de la compétence qui va beaucoup plus vite. C'est le décrochage français qui induit cette urgence des réformes, si on comprend bien. Oui, enfin, après, on peut dire c'est vachement bien, on a 10% de chômeurs qui pleuvent, qui vendent, qui neigent, et on est notre modèle et on se fiche de ce qui se passe ailleurs. Si on est soucieux du bien des chômeurs, il me semble que ça a l'air d'inspirer la plupart des réflexions que je vois exprimées autour de la table, alors on peut pas dire que ça va bien, ça va pas bien. Alors on peut trouver qu'il y a d'autres raisons pour que ça aille pas bien, mais si vous combinez les 2 ou 3 trucs qui vont vraiment pas bien en France, c'est-à-dire le chômage de masse, un déficit du commerce extérieur absolument terrifiant qui montre qu'on a un problème de compétitivité et un déficit des finances publiques
économique énorme. Enfin, on voit bien qu'on peut pas échapper. C'est pas pour faire comme les autres qu'on va probablement devoir faire comme les autres, parce que les autres ont fait ce qu'on fait dans ces cas-là. Vous savez, quand il pleut, vous ouvrez un parapluie et vous vous dites pas merde, je peux pas ouvrir mon parapluie parce que le voisin l'a fait, je vais pas faire comme lui. Ça n'a aucun sens. Donc oui, il y a un certain nombre de choses qu'il faut faire, qui sont bien documentées. C'est de la science économique paisible. C'est pas de l'idéologie. Si vous voulez que les gens achètent quelque chose, c'est mieux qu'il soit moins cher. Si vous voulez que les gens viennent de votre pays, c'est mieux qu'ils soient bien accueillis, etc., etc. Et donc on est dans ce genre d'analyse. On n'est pas dans l'idéologie, me semble-t-il. D'ailleurs, j'insiste sur le fait que dans les pays où ces réformes-là ont été faites, au moins une fois sur deux, c'était la gauche. En Nouvelle-Zélande, c'était la gauche de Douglas. En Suède, Göran Persson, c'était la gauche. Au Canada, disons, c'est entre les deux. Donc, on n'est pas du tout dans un truc gauche-droite. On est devant des réformes paisibles, sereines. Non, on n'est pas sur des réformes paisibles ni sereines, parce que si on regarde, moi je reviens sur les ordonnances, aujourd'hui, potentiellement, on demande beaucoup de flexibilité aux salariés. Et là, comment ça, pas grand-chose? Il n'y a pas grand-chose dans ces ordonnances. C'est pour ça, d'ailleurs, que la raison pour laquelle les syndicats ne sont pas fâchés, c'est qu'il n'y a rien dedans. Ah, c'est absolument faux. Non, non. D'abord, il vous reste 15 secondes, Sandrine. Non, il y a une chose qui est claire, c'est qu'on ne peut pas dire ce qui va se passer. Tout dépend des outils. On est en train de donner des outils à des gens. Tout dépend à des entreprises. On va voir de la manière dont ils s'en emparent. C'est toujours la même question. Mais potentiellement, pas trop aux salariés. Mais on verra comment... Merci à tous les trois. Et si on était autosuffisants, comme le vieux Thoreau, décroissant, autosuffisant, mutualiste, autogestionnaire, libertaire. Et marcher 4 heures par jour. Et on nous entend parler de science économique. Merci à tous les trois d'avoir participé à ce débat.